Une autre thématique, tu le disais, qui a été, que vous abordez très souvent dans le catalogue, c'est le Far West. Vous avez publié un western en fiction. Et puis là, très récemment, un témoignage, un récit de captivité, Une enfance comanche de Bianca Bab. Et un autre ouvrage, une somme quand même, qui s'appelle Des ombres à l'aube, un massacre d'Apache et la violence de l'histoire. C'est une fascination profonde. Alors il n'y a pas de... Alors ça je ne vais pas le cacher, c'est mes lectures de Blueberry quand j'étais jeune et même encore actuellement qui m'ont amené vers le western. Hein. Et les films de John Ford, et bon, j'en passe et des meilleurs. Simplement le travail qu'on a pu réaliser autour du Far West, mais encore une fois c'est un travail qui avance de façon un peu pragmatique, c'est-à-dire on tombe sur des textes qu'on publie et finalement leur association les uns avec les autres donne lieu à un sens qu'on n'avait pas forcément prévu d'avance. Je m'explique là, lorsque tu parles de Bianca Bab, donc Bianca Bab, je situe rapidement, c'est une petite fille qui, à l'âge de 10 ans, est enlevée par des Comanches au Texas en 1866, qui va passer 7 mois parmi les Comanches, qui va être adoptée par une jeune veuve, et puis ensuite rachetée par son père, et puis qui va revenir après à la vie des Blancs, des petits Blancs du Texas. Et dans les années 20, elle va écrire, on ne sait pas trop dans quel but et pourquoi, elle va écrire ce dont elle se rappelle qu'elle a vécu pendant ces 7 mois. Elle pense que ce sont 2 ans, mais en réalité c'est 7 mois. Elle va écrire ce dont elle se souvient de cette époque-là. Et alors, les récits de captivité, un des plus connus probablement c'est Little Big Man, hein, avec Dustin Hoffman, le film de Cinépola de 71. Et en général, l'idée maintenant des grands humanistes qui nous entourent, c'est de dire « Ah, mais ils étaient toujours très contents de vivre parmi les Indiens, qui étaient très gentils avec eux, etc. » Et Bianca Bab ne dit pas du tout ça, ni l'inverse. Ce qu'elle raconte, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, simplement, ce sont à la fois ses joies et ses effrois d'enfant, parce que malgré tout, sa mère a été tuée sous ses yeux par ses ravisseurs, et en même temps, le moment du meurtre de sa mère va prendre une phrase très exactement, et ensuite on n'en parle plus. Donc, pour elle, ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose qui appartient à ce qu'on appelle la vie, aux accidents de la vie, quoi qu'il en soit. Et bon, en quelque sorte, elle dit, on ne va pas en faire un fromage, enfin bon, on avance là-dedans, et ce qu'elle a vécu, les gens qu'elle a pu rencontrer, sa mère adoptive, son oncle, une servante de la tante de la famille dans laquelle elle habitait, sont des personnages qui sont des personnages de rencontres véritablement, et ce sont en réalité ces rencontres dont elle nous fait part. Ce n'est pas d'un jugement sur la bestialité des Indiens d'un côté, la sournoiserie des Blancs de l'autre, etc. Elle nous fait part d'une expérience de vie. Et elle nous le fait de la façon la plus candide qui soit, c'est-à-dire en écrivant de façon au fil de la plume un petit peu ce dont elle se rappelle, en omettant des choses, en rajoutant d'autres, et en se rappelant de choses absolument minuscules, comment elle a perdu une dent de lait, comment elle a appris à nager, comment elle était habillée par sa mère, comment elle avait faim, comment elle avait froid. Et en fait, derrière ces toutes petites choses rassemblées les unes avec les autres, s'ouvre la vie quotidienne, effectivement, d'un campement Comanche au moment où les Comanches étaient sur le point d'être définitivement rayés de la carte dans les 10 années qui allaient suivre. Donc, je veux dire par là que le travail qu'on essaye de faire, qui est parti du western et de sa mythologie, disons des prairies infantiles où on a tous gambadé, enfin, autant que pour un certain nombre d'entre nous quand on était jeunes, et on continue d'y gambader, et avec grand plaisir, on n'essaie pas de contrer ce mythe-là, on essaie simplement de proposer une autre approche de concevoir la réalité de ce qui s'y est passé. Et le livre des Ombres à l'aube de Carl Jacobi, justement, est intéressant de ce point de vue. Donc là, il s'agit, encore une fois, de reprendre la thématique archi-connue du massacre d'Indiens par les Blancs, mais simplement, cette fois, on n'est pas du tout dans la déploration qu'on peut trouver chez Dee Brown, Enterre mon cœur à bout de nuit, par exemple, qui est de larmoyant total. Là, la question, c'est de faire un travail d'historien véritablement, et la dimension, pardon. Non, on va peut-être, je te laisse finir, et puis après on lira un extrait juste pour, de l'introduction, pour montrer un peu quel est le travail de Carl Jacobi sur les Ombres à l'aube. Voilà, alors simplement, alors je présente un peu la structure du livre, qui est sa particularité première.
c'est que quand Jacobi donc, travaille sur le massacre d'Apache, alors on est d'accord que la nuit du 30 avril 1871, plus de 140 Apaches et la majorité des femmes et des enfants sont assassinés dans leur sommeil par des Américains, des Mexicains et des Tohono O'odham, qu'on appelle vulgairement les Papagos, comme ça va faire plus simple. Et ce qu'il essaye de faire dans son travail d'historien, c'est-à-dire c'est de faire le jour, c'est pour ça que ça s'appelle aussi des ombres à l'aube, hein, les ombres étant à la fois les ombres de l'aube étant à la fois le moment de l'attaque et à la fois les ombres de l'aube de l'histoire, de cette façon. Donc, ce qu'il va proposer, c'est de faire une histoire en 4 parties de chacune de ces communautés depuis son arrivée dans ce pays, dans cet Arizona, donc le sud-ouest, l'extrême sud-ouest américain. Il en fait une histoire longue de chacune de ces communautés jusqu'au moment du massacre. Ensuite, on parle du procès qui a eu lieu, c'est un des seuls massacres qui a donné lieu à un procès, mais ça, on s'étend pas ces 3 pages, ils ont tous été acquittés, on n'en parle plus. Et ensuite, il fait 4 fois l'histoire de la mémoire de chacune de ces communautés de ce massacre-là. Et ces 4 perspectives mélangées à la fois vers l'amont, vers la mémoire et vers la fabrication de l'histoire, construites de cette façon-là, d'une certaine façon, invite le lecteur à lui-même se faire l'historien ou rencontrer les difficultés que l'historien rencontre à établir non seulement ce qui s'est vraiment passé, mais comment est-ce qu'on raconte ce qui s'est vraiment passé de la manière la plus juste possible. Et c'est ça qui, et finalement, c'est là le tour de force de Carl Jacobi, c'est le seul livre d'histoire que je connaisse, de tous les livres d'histoire que j'ai lus, j'en ai lu beaucoup, mais pas tous, bien sûr, mais j'en ai lu quand même beaucoup, et donc que je connaisse et qu'il soit aussi efficace dans sa façon de secouer le lecteur, non pas violemment, mais intelligemment. Et ce sont ces 4 histoires-là. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le livre, c'est sur la mémoire des Apaches, qui disent on veut aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement une position victimaire dans le travail de mémoire qui se positionne, mais par contre un positionnement de la nécessité d'aller de l'avant, d'une reconnaissance, de construire et de pouvoir s'inclure dans ce que sont maintenant les États-Unis. Donc là, le travail qu'il a fait, moi je le trouve vraiment tout à fait remarquable. Ce qui n'empêche pas par ailleurs Carl Jacobi de s'être fait entendre au moment où Ben Laden a été tué, puisque vous savez que le nom de code de Ben Laden c'était Geronimo. Donc il a fait un papier dans un certain nombre de journaux américains disant on recommence, on reprend les mêmes et c'est toujours les mêmes qui sont stigmatisés, etc. par l'Amérique triomphante. Enfin, il y a quelque chose là qui l'avait gêné. Donc par ailleurs, il est aussi militant d'un certain nombre de causes. Mais simplement, l'honnêteté dans laquelle il essaie de se positionner par rapport à son travail d'historien donne véritablement à lire quelque chose. Alors, il joue sur des jeux d'échelle, on est sur de la micro-histoire, avec des prolongements extrêmement lointains sur les origines de l'arrivée des Apaches dans cette région, de l'arrivée des Espagnols, de l'évolution de ces Espagnols et puis de leur rencontre avec les Américains, et comment tout ça s'est emmêlé, et comment tout ça est compliqué. Il essaie de défaire un peu tout, et puis de remonter jusqu'à leur mémoire contemporaine, et puis de faire des allers-retours comme ça, qui sont extrêmement éclairants. Et c'est là, et je terminerai là-dessus, simplement pour dire que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas simplement des histoires d'Indiens, c'est que c'est un véritable travail d'historien dont je ne connais pas l'équivalent en France. Et ce que je trouve d'intéressant, c'est justement de proposer de nouvelles façons de faire de l'histoire, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Simplement, il se trouve que là, en ce moment, depuis 20-25 ans aux États-Unis, il y a des historiens qui ont une démarche tout à fait novatrice sur l'histoire de l'Ouest, et que nous, on essaye de faire entendre ici avec ce 3e livre maintenant, mais là,